On est mardi matin, c'est La vie est un roman. C'est Yves Tenray qui vous parle. Ce matin, je suis avec Gérard Bérébi qui a publié un livre de poésie qui s'appelle Joker et Math aux éditions Alia, et avec Thierry Pacaud que j'ai invité pour un recueil de textes, d'articles sur les situationnistes en ville qui a été publié chez Infolio. Et il a aussi fait une revue qui s'appelle L'Esprit des villes. Bonjour Gérard Bérébi. Bonjour. Vous avez publié un livre de poésie, on est bien d'accord, c'est de la poésie, c'est du vers libre. Voilà, la première question que je voudrais vous poser, ce n'est pas du cut-up. Des fois, on peut avoir l'impression qu'il peut y avoir deux phrases qui se suivent arbitrairement, mais ce n'est pas ça du tout. Ça participe de beaucoup de procédés, c'est-à-dire que ce soit pour de la poésie ou pour autre chose, il me semble difficile d'écrire en dehors de son époque. Et c'est imprégné dans mon époque de ce qui s'est imposé à moi dans mes observations à travers ma sensibilité, des choses que je n'ai pas pu faire autrement que d'écrire. Et pour les écrire, j'ai usé de tous les procédés, que ce soit l'écriture à travers l'inspiration directe, que ce soit le cut-up, que ce soit le détournement, que ce soit la reprise d'un mot, d'un groupe de mots ou d'un vers provenant d'un écrivain contemporain ou d'un écrivain du passé, d'un penseur, d'un théoricien. C'est-à-dire qu'au moment où les choses s'imposent dans le fragment poétique, c'est un peu le résultat de mes influences diverses et variées. Donc il y a aussi du détournement, donc c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Il y a tous les procédés qu'on peut imaginer, en fait, il n'y a pas de... C'est-à-dire que quand on se lance dans une aventure comme celle-là, d'abord on ne choisit pas trop, c'est-à-dire que ça fonctionne par phénomène d'attraction-répulsion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'écrivent, beaucoup de choses se détruisent d'elles-mêmes, et ce que vous avez entre les mains, d'une certaine manière, c'est ce qui m'a résisté et qui s'est imposé au-delà de tout le processus de travail. D'accord. Si je puis me permettre, mais je n'hésite pas à faire de la théologie négative. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas de voiture dans votre livre, pas de moto, pas de train, pas d'avion, pas de bateau, pas non plus d'allusion à des excès, genre je pensais à de la drogue, genre le joint, le captagon, le LSD, la cocaïne, ou pas d'alcool, pas de bruit, pas de... Pourtant, j'adore le bruit, j'adore la vitesse et j'adore les drogues, mais apparemment, sous la forme nominative, peut-être que ça n'est pas apparu, mais ce n'est pas pour moi un problème. C'est très hiératique, en fait. Alors, je ne sais pas si ça vient de rapport à la langue, comme ça, une espèce de... La poésie et l'écriture, fondamentalement, est basée dans un rapport à la langue, obligatoirement. C'est-à-dire que les mots se télescopent, s'alignent, se superposent, se contredisent, provoquent des sonorités, et c'est un peu un jeu à travers tout cela, et c'est un jeu aussi dans le contenu même de ce que j'écris, même s'il y a un contenu qui peut paraître assez sombre, parce qu'imprégné dans mon époque, qui me fait dégager des sentiments qui ne sont peut-être pas toujours joyeux. Donc on va y revenir au côté sombre. Dans l'Arabie des trois midis, des tours au front de caïman, dans l'Arabie de ta peau neuve et des turbans de rêves noirs, le feu teinte dans les cloches, douce est la parole de l'eau.
sous la clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Le feu lèche les miroirs, les museaux des endormis brûlent sous le regard fendu dans l'orange du matin. Bon, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est de Sarah, et c'est le Dada, et c'est... Quand on lit le livre de Gérard Bérébi, on n'a pas cette impression qu'on vient d'avoir, je parle à la fois une espèce de climat, d'ambiance sémantique. Si vous me permettez, je vais lire un petit bout de votre texte. Donc c'est les... ah oui, j'ai oublié de dire, dans ce qui n'existe pas, il n'y a pas de pagination non plus. Donc c'est les poèmes qui sont numérotés. Et là, c'est le poème numéro 8. Préciosité, jeu de mots et paradoxe, affection emphatique et lyrisme gluant, le lot commun des uns et le moyen des autres. Passés par ici, ils repasseront par là comme l'esprit du temps fameux. Se méprendre à se mépriser, ils ne pensent et ne se dépensent pas. La diffraction du temps, le rythme visqueux et les certitudes assises, ancrées comme bien l'on pense, la tentation du désespoir haineux. Rivaux étrangers entre eux et à eux-mêmes, tout est vrai, tout est faux, la plus morte des idées mortes, l'intelligence séparée. Dans le silence de la désolation nue, éteint sans porte ni fenêtre, le crime a déjà eu lieu dans l'abdication et la dépression. Alors si je prends une page comme ça, moi ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'objet et pas d'image. Il y a une espèce de tendance vraiment à l'abstraction. Une abstraction qui me semble quand même assez figurative, c'est-à-dire que c'est une abstraction qui ne me semble pas hermétique. C'est un langage qui me paraît tout à fait audible, et à travers des scansions, à travers des slogans, à travers des expressions qui résument en concentré une idée, je tente de provoquer un télescopage ou une étincelle avec un ressenti autour d'une même thématique. Oui, d'accord. Et si je prends, par exemple, le poème 19, donc comme ils sont numérotés, si j'énumère les choses qui surgissent un peu de la page, j'ai cadavres, morts, crânes, débris, décharges, bombardements, décomposition. Ça exprime une espèce de nausée, hein, une espèce de... Certainement. Et puis, si vous voulez, quand on écrit ce genre de choses, on est mal placé, si je puis dire, pour faire soi-même de l'analyse littéraire comparative. Tout à fait, oui, bien sûr. On va dégager les mots et les mettre dans une programmation et dans un logiciel pour dégager une certaine tendance. Ce qui m'importe, c'est si cet assemblage de mots, d'idées, de sensations est audible et parle à un lecteur, c'est que le pari fonctionne et le pari est gagné. C'est comme quand on regarde un tableau. À partir du moment où un tableau trouve une paire d'yeux et que cette paire d'yeux communique avec ce tableau, le travail de l'artiste est en partie gagné parce qu'il a au moins un correspondant avec lequel il puisse dialoguer à distance à travers son œuvre. Je pense que pour ce que je fais, ça fonctionne de la même façon. Maintenant, si vous relevez l'ensemble des mots dans un poème donné, comme vous venez de le faire, et que vous voyez des mots qui vous paraissent relever de quelque chose d'apocalyptique, de quelque chose d'éminemment dramatique, d'extrêmement sombre, si vous voulez, non point que je veuille dégager en touche, mais je ne suis pas responsable. C'est-à-dire, je suis responsable et j'assume complètement ce que j'écris, mais ce que j'écris est conditionné par le monde dans lequel je vis et les faits que les mille et une choses de la vie quotidienne qui se déroulent sous mes yeux m'affectent, m'atteignent, et de comment je peux les transcender en mots pour exprimer le plus profond de mon ressenti à travers ma sensibilité de ce que je vois et ce que je ressens et ce que je vois,
touche à tout. Ça peut être, par exemple, il y a un long poème dans ce recueil sur un tsunami, il y en a un autre sur un condamné à mort aux États-Unis auquel on fait une piqûre, c'est-à-dire une injection létale, et ça ne fonctionne pas, il met près d'une demi-heure à mourir. Comme tout un chacun, je feuillette le journal, je lis un fait divers comme cela, comme on en lit des dizaines et des centaines tous les jours. Et pour des raisons que j'ignore, et cela ne m'intéresse pas d'approfondir cette question, il y a des images qui s'éliminent naturellement, et il y en a d'autres qui restent ancrées dans ma mémoire. Et la seule façon, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, quand quelque chose que je vis reste présent en moi, c'est à ce moment-là que s'opère le processus d'écriture et que j'essaye de le mettre en mots pour maîtriser ce qu'un élément extérieur a provoqué en moi, m'a marqué et m'empêche de l'éliminer de ma mémoire et de ma chair, c'est-à-dire de mes sensations, pour pouvoir passer à autre chose et voir d'autres choses et ne pas avoir l'horizon bloqué par quelque chose qui me touche, me choque, me traumatise ou m'apporte quelque chose simplement. Et à ce moment-là, il y a une mise en marche qui s'opère avec des mots, mais mon souci premier est d'écrire des choses audibles avec une langue que l'on puisse communiquer, même s'il n'y a pas de forme narrative à proprement parler, mais à travers une association d'idées et une association d'images et une association de mots, construire un propos. Oui, j'avais pensé évidemment à la sensibilité apocalyptique et je m'étais demandé si... J'ai pas senti la dimension millénariste là-dedans. J'ai pas senti C'est plus un constat qu'une... Enfin, on parle de poésie, on parle pas d'un pamphlet, on est bien d'accord. Mais j'ai pas vu le lendemain. J'ai pas vu la dimension... c'est un petit peu comme ça aussi que je ressens une certaine sorte de sensibilité écologiste. En général, on a le drame et on n'a pas sa résolution, on n'a pas quelque chose... on est un peu écrasé comme ça, on a un peu... Peut-être qu'il n'y a pas de résolution, peut-être qu'il n'y a pas de solution, peut-être qu'il n'y a pas de lendemain, en fait, j'en sais rien. Et puis, je ne suis pas un théoricien, dans ce cadre-là, je ne suis pas un analyste, je ne suis pas un politicien, et je me sers de ma perception que je tente d'exprimer et est contenu dans cette expression tout ce qui m'alimente dans tous les domaines, mais dans cette forme d'écriture extrêmement ramassée et nerveuse, je tente d'aller au bout de moi-même. Et si, comme vous le sentez, et vous avez certainement raison, que vous ne voyez pas comme la référence que vous venez de faire au mouvement millénariste, c'est-à-dire du lendemain, c'est-à-dire que certainement, d'abord, il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a pas de lendemain heureux dans ce que j'écris, et il y a mon présent inscrit dans la contemporanéité avec mes semblables. Et ce présent, je n'en suis pas responsable et je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas fantasmé. C'est-à-dire que je me tiens très précisément à ce que je vois et à ce que tout le monde voit. Ce qui fait la différence, c'est que tout le monde voit la même chose, mais tout le monde ne perçoit pas la même chose et tout le monde ne perçoit pas ce qu'il y a derrière ce que nous voyons. Nous croisons une masse d'individus totalement formatés, dont on se débarrasse d'un revers de main en les rangeant dans des cases en fonction de l'aspect qu'ils dégagent, et sans voir que derrière ce formatage quasi imposé à toute une population de manière diverse et variée, il y a des individus, il y a des êtres humains, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui souffrent, et je pense qu'il faut surmonter précisément ce moment où on se débarrasse d'un individu ou d'un groupe d'individus parce que leur aspect
nous fait les cataloguer dans un genre donné. Et je pense que c'est en essayant de briser la glace que l'on peut trouver quelque chose dans tout ce qui nous entoure. Et si vous voulez, quand je dis que je n'invente pas, c'est-à-dire que j'observe. Et quand une chose me tombe sur la tête, que voulez-vous que j'y fasse? Je ne suis pas responsable si on condamne à mort un individu dans une prison, dans un tribunal aux États-Unis, puis que cet homme est en prison, puis qu'on décide de l'exécuter et que l'exécution ne fonctionne pas et que cet homme agonise pendant une demi-heure. Le seul résultat, c'est que moi, ça m'a bouleversé. Et à partir de ce bouleversement qui s'est installé en moi envers un individu que je ne connaîtrai jamais, dont je ne sais rien de la vie et je ne cherche pas à savoir quelle a été sa vie, mais juste ce qui s'est imposé à moi de manière extrêmement violente et transcendé à travers une forme poétique. Et quand j'essaye de regarder l'ensemble de ce que j'ai écrit et qui touche à différents désastres contemporains, je dirais qu'il y a, certes à travers mon regard qui est subjectif et très personnel, il y a une description de notre époque. Mais c'est une vision assez tragique. Et c'est une vision, c'est pas. C'est une vision, et c'est la mienne avant toute chose. C'est la vôtre, et c'est une vision assez tragique. Absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce genre d'exercice, si vous voulez, dans cette écriture-là, quelque chose qui peut souffrir la comparaison, quelque chose qui peut souffrir l'analyse, en disant si la chose est fiable, si elle est bien construite, ou si elle est bien analysée. C'est-à-dire que l'expression poétique qui se dégage par la versification, par le choix des mots, par les allitérations, par des images principalement qui peuvent être frappantes, concerne exclusivement une vision. Alors le propre d'une vision sur un monde, sur une vie, sur ma propre vie, parce que je suis aussi impliqué dans ce que j'écris. Je ne suis pas un monstre froid coupé de tout ce que je vis, du haut de sa chair, ayant les outils pour analyser tout ce qu'il voit. Ce n'est pas ça, c'est-à-dire tout ce dont je parle, ce sont des choses au départ que je prends en pleine gueule. Et donc la manière de les évacuer, c'est de les désosser, de les décharpenter pour essayer de construire un propos à travers cela. Et le propre d'une vision, c'est quand elle est audible et qu'elle se communique à travers un mot, à travers une image, à travers un vers, et que ça dit quelque chose à quelqu'un. Oui, absolument. Et à propos de la sensibilité, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux, en fait, au milieu de cet univers. Il y a le chien, le cochon, la poule, le coq, le lièvre, le serpent, des chevaux. Vous me surprenez beaucoup parce que... Vous l'aviez pas vu? Non. C'est assez frappant, c'est assez comme une espèce de retour comme ça, de fable derrière, de quelque chose qui réamènerait du mouvement, du bruit, je sais pas, c'est un peu comme une basse-cour, quoi, en fait, dans un Je ne voudrais pas m'abstenir de répondre directement à votre question, mais je dirais autant je peux vous parler et bien volontiers répondre à vos questions pour ce qui est de ce que je fais et du processus, mais de ce qui est de l'analyse et du commentaire de ce que je fais, je trouve que l'on tombe dans un phénomène promotionnel très contemporain où celui qui fait dit ce que l'on doit penser de ce que l'on fait. Or, je suis le plus mal placé pour cela, mais... Non, je suis entièrement d'accord, c'est très difficile. Mais j'avais aussi l'idée de faire le passeur entre vous et puis les gens qui nous écoutent, donc sur un livre de poésie. Oui. Et évidemment, c'est une sensibilité qui va parler à d'autres sensibilités. Absolument, mais on est bien d'accord. On a tendance aujourd'hui à... prenons l'écriture comme exemple, puisque nous sommes là pour un livre. J'écris un livre. Je viens parler du livre, je dis le plus grand bien de ce livre, je dis ce qu'il faut en penser, comment il faut le lire, ce qu'il faut en conserver, etc. Et je veux dire qu'il y a superposition des rôles qui conduit à une certaine forme de perversion à mes yeux, c'est-à-dire... j'allais dire que chacun fasse son travail. Je suis d'accord. Et on aurait pu imaginer
vos poèmes soient lus et puis que les gens décident si ça leur plaît ou pas, et en fonction justement de ce qu'ils aiment. Et il n'y a absolument pas... On n'est pas là pour vendre quelque chose, on n'est pas là pour en faire l'apologie, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir. Merci.